Quand mes parents ont offert un billet à 6 500 € à ma sœur mais m'ont laissé sans chauffage, j'ai pris les choses en main. Face à mon chalet dans les Alpes, leur demande de séjour a reçu ma réponse, pas ma responsabilité. La chaudière a lâché à 2 h du matin un dimanche de janvier. Pas une panne progressive, pas un bruit ni une toux. Un instant, les plaintes soufflaient de l'air chaud dans le couloir, et l'instant d'après, la maison est tombée dans un silence si total qu'il m'a tiré du sommeil comme une main sur mon col. La température extérieure était de -7 degrés Celsius. À 3h15, ma respiration était visible contre le plafond de la chambre, et les tuyaux faisaient des bruits dans les murs, comme ils le font quand ils commencent à penser à geler. J'ai enfilé un manteau, je suis allé au sous-sol et j'ai ouvert le panneau d'accès de l'unité. L'échangeur de chaleur était fissuré sur toute la longueur du foyer. Je suis un entrepreneur général agréé depuis 9 ans. Je possède Dubois et Fils Construction, une entreprise de construction résidentielle et de montagne basée près de Chambéry, en Savoie. L'année dernière, l'entreprise a généré 380 000 € de revenus bruts. Je savais ce que cette fissure signifiait. Environ 3 800 € de pièces et de main-d'œuvre si mon sous-traitant pouvait s'en occuper dans la semaine. Ce matin-là, j'ai appelé mon père, non pas parce que je ne pouvais pas me permettre la réparation. L'argent n'était pas le problème. Le problème était un souvenir qui me pesait sur la poitrine depuis novembre, dur et précis, et la chaudière lui a finalement donné assez de poids pour parler. 2 mois plus tôt, ma sœur cadette, Jeanne, avait manqué son vol pour le mariage de son amie à Saint-Tropez. Elle avait été réservée en classe économique. Elle a appelé notre mère Corinne depuis le salon de l'aéroport en pleurant. Elle a dit que les sièges étaient trop petits. Elle a dit qu'elle était anxieuse. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter un vol de 5 heures en classe économique. Mes parents n'ont pas hésité. Pas une seule minute. Ma mère a lu un numéro de carte de crédit au téléphone pendant que mon père Roland était assis à côté d'elle sur le canapé du salon, acquiesçant. 6 500 € pour un billet de première classe le jour même sur une compagnie aérienne différente. Jeanne a volé dans un siège-lit et a dormi tout le long du trajet jusqu'à Saint-Tropez. Personne dans ma famille ne semblait trouver cela inhabituel. Personne ne m'en a parlé avant un repas de famille où Jeanne l'a mentionné en dégustant le rôti de bœuf, comme on mentionne une place de parking que l'on a eu de la chance de trouver. Alors, quand ma chaudière a fissuré pendant la semaine la plus froide de l'année, quand les tuyaux menaçaient et que la maison s'obscurcissait de froid, j'ai pensé que c'était peut-être le moment où ils allaient se montrer pour moi comme ils s'étaient montrés pour elle. Peut-être que cette fois-là, mon père a répondu au 4e coup de fil. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Échangeur de chaleur fissuré, -7 degrés Celsius, estimation de réparation autour de 3 800 €. Je ne lui demandais pas de payer. Je demandais s'il pouvait aider. Il y a eu une pause, le genre de pause où l'on entend quelqu'un décider ce que l'on vaut. Puis Roland Arlot, 62 ans, superviseur d'entrepôt à la retraite, un homme dont je payais l'hypothèque depuis 3 ans, a dit « Théo, tes problèmes ne sont pas notre responsabilité. Tu es un homme adulte. Gère ça. » Il a raccroché. Je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai écouté la tonalité résonner à mon oreille jusqu'à ce qu'elle se transforme en ce signal à 3 notes. Cela signifie que personne ne viendra. Sur mon établi dans la pièce voisine, le fil à plomb en laiton de mon grand-père Émile reposait sur un carré de feutre à côté d'un crayon de charpentier et d'un niveau à bulles. Grand-père Émile m'avait donné cet outil quand j'avais 14 ans. Il l'avait pressé dans ma paume, avait refermé mes doigts autour du laiton froid et avait dit, quand tout semble droit, suce pas la ligne. Elle te dira ce qui est tordu. J'ai failli rappeler mon père cette nuit-là. Mon pouce était sur le bouton de recomposition, l'écran encore chaud. Mais j'ai regardé à travers l'embrasure de la porte ce fil à plomb posé sur le feutre, stable et vrai. Et j'ai compris que quelque chose dans cette famille était tordu depuis très longtemps. Je n'avais juste pas encore tendu la ligne. J'ai appelé mon sous-traitant le lundi matin. Le mercredi, la chaudière fonctionnait à nouveau. 3 800 € de mon propre compte courant. La vague de froid s'est arrêtée le jeudi. Mais quelque chose d'autre s'est brisé avec elle. Quelque chose de plus silencieux, et ce n'est pas revenu quand la température a grimpé. Si vous avez déjà vécu dans une maison que vous payez, résolu un problème que personne ne vous a aidé à résoudre, puis regardez votre famille dépenser des milliers pour quelqu'un d'autre sans scier, vous savez pourquoi cette chaîne a été créée. Depuis janvier 2021, j'envoyais à mes parents 1 800 € par mois par virement bancaire direct.
Ma mère m'a dit que l'hypothèque était de 1700 € et que les 100 € supplémentaires étaient pour la taxe foncière. Elle me l'a expliqué une fois au téléphone avec cette voix prudente qu'elle utilise quand elle ment sur des chiffres mais veut que vous la croyiez généreuse avec la vérité. Je n'ai pas posé de questions. Pendant 3 années complètes, j'ai envoyé cet argent le premier de chaque mois. 64 800 €. Pas une seule fois ils ne m'ont remercié. Pas une seule fois Roland ne l'a mentionné au dîner. Pas une seule fois Corinne n'a envoyé de message le 2 du mois pour dire que le dépôt était arrivé. L'argent a atterri sur leur compte joint et a disparu comme l'eau disparaît dans une éponge. Silencieusement, complètement, comme si cela avait toujours fait partie de la structure et non quelque chose versé de l'extérieur. À l'été 2022, j'ai rénové leur cuisine. Je me suis rendu à la maison un vendredi soir après que mes propres chantiers aient fermé pour la semaine. L'ancienne cuisine avait des dégâts d'eau derrière la cuisinière. Cloison sèche ramollie, une colonie de moisissures se propageant sous la base des armoires. Ma mère cuisinait dans cette pièce depuis 6 ans. J'ai démonté les armoires moi-même, remplacé la cloison sèche, installé de nouvelles canalisations sous l'évier, installé des armoires sur mesure que j'avais fabriquées dans mon propre atelier, posé un dosseret en carrelage à chevron. Suspendu de nouvelles suspensions et terminé avec un plan de travail en granit que j'ai coupé, poli et installé de mes propres mains. Mon associé, Marc Dubois, s'est occupé de l'électricité le samedi. Le dimanche suivant, la cuisine était terminée. Si j'avais facturé ce travail comme je facture n'importe quel client, matériaux plus main-d'œuvre, le total aurait été de 45 000 €. Je n'ai pas écrit de facture. C'étaient mes parents. La cuisine avait de la moisissure. C'était tout le calcul. 3 semaines plus tard, je suis venu pour le déjeuner du dimanche. Leur voisine Denise était debout dans la nouvelle cuisine, passant sa paume le long du bord en granit, comme les gens le font quand ils veulent sentir si quelque chose est réel. Corinne, c'est ce racle la gorge magnifique. Qui a fait le travail? Ma mère a redressé un torchon et a souri. Nous avons trouvé un merveilleux entrepreneur par l'annuaire de l'église. Très raisonnable. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas prononcé mon nom. J'étais assis à 2 mètres à la table que j'avais calée et renforcée parce que les vieux pieds vacillaient tellement que la salière se déplaçait sur la surface pendant le dîner. Roland a coupé son rôti de bœuf et n'a rien dit. Denise a dit, vous devrez me donner son numéro. Corinne a promis qu'elle le ferait. J'ai mangé mon repas. Mes mains, celles qui avaient suspendu ces suspensions 48 heures plus tôt, reposaient sur une table que j'avais réparée dans une pièce que j'avais reconstruite au sein d'un mensonge que ma mère avait prononcé sans ciller. Puis il y avait Jeanne, 27 ans, travaillant sur un master en art-thérapie qui durait depuis 4 ans et ne montrait aucun signe de fin. Son assurance automobile, 4 200 € par an, facturée à mon compte pendant 3 ans, 12 600 € au total. Son acompte pour l'école supérieure, 12 000 € que j'ai viré en août 2023, qu'elle a appelé un prêt dans le message où elle l'a demandé et dont aucun de nous n'a reparlé car nous savions tous les deux qu'il ne reviendrait jamais. Et son prêt automobile. Je l'avais co-signé 2 ans plus tôt parce que son score de crédit ne pouvait pas le supporter seul. 14 400 € restant sur le solde. Et chaque mois, lorsque le paiement de 320 € était effectué, le prêteur voyait mon nom sur la garantie avant le sien. Mon oncle Bernard est venu sur l'un de mes chantiers environ 2 semaines après la panne de la chaudière. Bernard est le frère aîné de Roland, 64 ans, un menuisier finlandais à la retraite qui m'a appris à lire le grain du bois et à faire un assemblage à mortaise avant que je sois assez vieux pour conduire. Il n'a pas appelé à l'avance. Il est juste arrivé sur le chantier dans son camion, en est descendu et s'est tenu au pied de l'échelle où j'étais en train d'encadrer le grand salon d'un client par un temps de -7 degrés Celsius. Ma respiration faisait des nuages blancs. Mes mains étaient rouges et gercées aux jointures. Bernard m'a regardé travailler pendant une longue minute. Il n'a pas posé de questions sur la chaudière. Il savait déjà. Tu es la poutre, mon fils. Il a dit, pas le clou. Les poutres soutiennent tout. Personne ne les remarque. Mais retirant une et toute la structure s'effondre. Il a posé un café sur le tréteau, a regardé la charpente que j'avais faite et a hoché la tête une fois. Puis il est monté dans son camion et est reparti. Ce fut le moment précis. Non pas la panne de la chaudière, non pas la voix de Roland au téléphone. Bernard, debout dans le froid avec de la sueur sur sa veste, me disant en une phrase ce que j'avais eu peur de me dire pendant 3 ans.
Ils avaient construit toute leur vie sur moi et n'avaient jamais regardé en bas pour voir ce qui la soutenait. L'incident du vol m'est revenu par fragments après la panne de la chaudière. Mais le fragment le plus vif était celui du repas de famille. Jeanne était assise en face de moi, sa chaise inclinée vers Paul Leroy, son petit ami depuis 8 mois. Paul avait 29 ans, un assureur avec une bonne posture et un sourire prudent, le genre d'homme qui tient les portes et n'interrompt pas. Jeanne lui racontait son voyage à Saint-Tropez, sa fourchette posée sur le bord de son assiette, sa voix lumineuse avec la confiance particulière de quelqu'un qui ne s'est jamais soucié d'une facture. Maman m'a eu cet incroyable surclassement en première classe à la dernière minute. Les sièges s'inclinaient complètement à plat comme de vrais lits. J'avais une couverture et de vrais couverts et une petite pochette avec un masque de sommeil. J'ai dormi tout le long du trajet jusqu'à Saint-Tropez. Elle a ri. Le meilleur vol de ma vie. Paul a hoché la tête. Roland s'est adossé à sa chaise et a souri comme un homme regardant un cheval sur lequel il a parié franchir la ligne d'arrivée. Corinne a redressé la serviette sur ses genoux et a regardé Jeanne comme elle regardait toutes les histoires que Jeanne racontait, avec la satisfaction d'une femme dont l'investissement portait ses fruits. Puis Corinne s'est tournée vers moi et a dit « Théo, c'est merveilleux. Ta sœur méritait un bon vol après tout le stress qu'elle a eu avec l'école. 6 500 € c'est beaucoup pour un vol, ai-je dit. Le sourire de Corinne n'a pas bougé. Certaines choses valent l'investissement, mon chéri. Elle l'a dit sans détourner le regard, sans scier. Et le mot « investissement » a atterri sur la table entre nous comme une clé vers une porte que je n'étais pas encore prêt à ouvrir. J'ai fait le calcul là, à table. 6 500 € pour un vol de 5 heures parce qu'une femme de 27 ans ne voulait pas s'asseoir en classe économique. Personne à cette table n'a scié. Personne n'a dit que c'était cher. Personne ne m'a regardé en se demandant si je n'avais pas besoin de quelque chose aussi. La chaudière fonctionnait encore, mais le fossé entre ce qu'il lui donnait et ce qu'il me donnerait un jour était déjà plus large que n'importe quelle pièce de cette maison. J'ai mangé ma dinde. J'ai complimenté la sauce au canneberge. J'ai aidé à débarrasser la table. Et je suis rentré chez moi cette nuit-là avec la chaudière qui fonctionnait toujours, encore à 60 jours de la fissure. Et quelque chose dans ma poitrine s'est enclenché dans une vitesse que je ne connaissais pas. Le calcul a commencé et une fois qu'il a commencé, il ne s'est plus arrêté. Début février, j'ai appelé la société de maintenance thermique Dupont qui détenait mon contrat de service trimestriel. La dernière visite avait eu lieu en septembre. La visite de décembre n'a jamais eu lieu. J'ai demandé au responsable du service de consulter le planning et de me dire pourquoi. Clé qui cliquetait à son bout. Une pause. Monsieur Arlot, nous avons un appel d'annulation le 28 décembre. L'appelant a dit que vous vous occuperiez de l'entretien vous-même. Nous l'avons marqué comme résolu. Qui a appelé? Plus de cliquetis. Les notes disent un homme s'identifiant comme votre père. Nom au dossier, Roland Arlot. A-t-il dit pourquoi? Les notes disent juste que le père du client a appelé. A dit que son fils préférait s'en occuper lui-même. Notre technicien a demandé s'il voulait reprogrammer et l'appelant a dit non. A dit que vous étiez, et je cite les notes, plus que capable de vous en occuper seul. Plus que capable. Le même homme qui n'avait jamais soulevé un outil dans ma direction, qui n'avait jamais demandé ce que je construisais ou comment marchait l'entreprise, avait appelé ma société de service et utilisé ma compétence comme raison de saboter mon filet de sécurité. J'ai posé le téléphone sur le comptoir très doucement. Mon père n'avait pas simplement refusé d'aider quand la chaudière est tombée en panne. Il avait annulé la visite de service qui aurait détecté l'échangeur fissuré avant qu'il ne tombe en panne. Il s'était immiscé dans ma vie, avait retiré le filet de sécurité, m'avait regardé tomber, puis m'avait dit que ce n'était pas sa responsabilité. J'ai presque laissé passer cela quand il a prononcé ces mots au téléphone. Mais le carnet de service avec son nom, daté et horodaté, rendait cela impossible. On ne pardonne pas le sabotage. On le documente. La même semaine, j'ai récupéré mes propres relevés bancaires remontant à 3 ans. Chaque virement vers le compte joint de mes parents, tamponné et daté. Puis j'ai appelé le bureau du cadastre départemental. Registre public, n'importe qui peut les demander. J'ai demandé le dossier hypothécaire à l'adresse de mes parents. L'employé a lu l'entrée et ne savait pas qu'elle dégainait la goupille d'une grenade. Refinancement terminé en mars 2020. Nouveau paiement mensuel 780 €. 780 €.
Pas 1700 euros. 780 euros par mois, bloqué. 4 ans plus tôt, mes parents avaient refinancé leur hypothèque à moins de la moitié de ce que Corinne m'avait dit qu'ils devaient. Et pendant 36 mois, j'avais envoyé 1800 euros pour couvrir un paiement de 780 euros. La différence était de 1020 euros par mois. Multipliez cela par 36 720 euros. Détourné régulièrement, silencieusement par ma propre mère, la femme qui tenait les livres de compte de son église. Je l'ai tracé. Un compte d'épargne au nom de Corinne ouvert dans une autre agence avec des dépôts mensuels réguliers correspondant à la différence et un seul retrait le 18 novembre de l'année précédente. 6500 euros, libellé, voyage. Le billet de première classe de ma sœur pour un mariage à Saint-Tropez avait été acheté avec de l'argent que ma mère m'avait volé. Les chiffres étaient les exacts, mais le calcul n'était pas terminé. Fin février, j'ai fait une vérification de solvabilité sur moi-même. Les entrepreneurs en Savoie sont tenus de maintenir un bon crédit pour l'obtention de licences d'État. Le rapport est revenu avec un signalement que je n'avais jamais vu. Responsabilité d'entreprise détenue conjointement. Une société appelée Bougies Scintillantes Jeanne et Compagnie SARL, enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de la Savoie répertoriée 2 membres, Jeanne Arlot et Théo Carlot. Je n'avais jamais entendu parler de l'entreprise. Je n'avais jamais signé le dépôt. Je n'avais jamais accepté d'arrangement commercial avec ma sœur, mais il y avait mon nom imprimé soigneusement sur un formulaire déposé 7 mois plus tôt, et la SARL avait accumulé 28 000 euros de dettes fournisseurs impayées. Mon nom sur le document, mon crédit en jeu, ma responsabilité. La signature sur le dépôt n'était pas la mienne. Elle était proche. Le genre de ressemblance qui vient de regarder quelqu'un signer des cartes d'anniversaire pendant 20 ans et de pratiquer la boucle du T majuscule. L'écriture de Corinne. Je l'ai reconnue comme un charpentier reconnaît ses propres marques de scie. J'ai failli me rendre chez eux cette nuit-là avec le dossier à la main et 36 000 raisons de défoncer la porte. Ce qui m'a arrêté, c'est le document lui-même posé sur mon bureau à la lumière de la lampe de travail. Falsification, fraude, usurpation d'identité. Ce n'étaient pas des disputes familiales que l'on règle autour d'un rôti de bœuf. C'étaient des crimes. Et les crimes nécessitent des chaînes de preuves, pas des confrontations émotionnelles qui donnent à l'autre partie le temps de détruire les documents. J'ai posé le dépôt de la SARL à côté des relevés bancaires, du journal de service du chauffage, et de l'imprimé du cadastre départemental. 4 documents sur mon bureau, 4 crimes distincts, et tous traçables aux 2 personnes qui m'avaient dit que mes problèmes n'étaient pas leur responsabilité. Puis j'ai appelé un avocat nommé Monsieur Gessup, qui avait géré un litige pour moi 2 ans auparavant, et je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Sa réponse a été 3 mots, ne les appelez pas. J'ai rencontré Monsieur Gessup le lundi suivant dans son bureau de l'avenue Jean Jaurès. Il a étalé mes documents sur son bureau et les a lus comme je lis un ensemble de plans de construction, lentement, systématiquement, vérifiant chaque mesure par rapport à la suivante. Après 20 minutes, il a levé les yeux et a dit « Le détournement de l'hypothèque est civil. La falsification de la SARL est criminelle. Vous pouvez poursuivre les 2. Et si vous voulez mon conseil, vous poursuivez les 2. À quoi cela ressemble-t-il? Lettre de mise en demeure pour les 36 720 euros, plainte pour fraude déposée auprès du procureur de la République pour la signature falsifiée de la SARL. Et je recommanderais une hypothèque légale sur la propriété pour la rénovation de la cuisine, car une fois qu'ils recevront la lettre de mise en demeure, la première chose qu'ils essaieront de faire sera de vendre la maison. J'ai pensé à la maison. La cuisine que j'avais reconstruite, la moisissure derrière la cuisinière que j'avais trouvée et enlevée avant qu'elle n'atteigne la charpente. Les canalisations que j'avais installées sous l'évier un samedi pendant que Roland regardait un match de baseball dans la pièce voisine. J'avais sauvé cette maison. Maintenant, j'allais y mettre une hypothèque légale. Faites-le, j'ai dit. Tout. Le 1er mars, j'ai arrêté le virement mensuel de 1800 euros. Pas d'appel téléphonique, pas de message, pas de mot d'adieu expliquant la décision. Le dépôt qui était arrivé sur le compte joint de mes parents le 1er de chaque mois pendant 36 mois consécutifs n'est tout simplement pas apparu. Corinne le verrait quand elle vérifierait le solde. Elle saurait exactement ce que cela signifiait. La même semaine, j'ai déposé le retrait de la cosignature sur le prêt automobile de Jeanne. Le prêteur l'a traité en 5 jours ouvrables. Son paiement mensuel, qui était de 320 euros avec mon crédit comme encre du taux, s'est ajusté à 890 euros sans mois.
Elle le découvrirait à la réception de l'état de compte d'avril. J'ai également retiré mon nom de sa police d'assurance automobile. La nouvelle prime, sans la réduction liée à mon bon dossier de conduite, augmenterait d'environ 40%. Ce n'étaient pas des menaces. C'étaient des retraits. Je retirais la poutre et les laissais sentir la structure bouger. Et puis j'ai commencé à construire. Le terrain était à 40 minutes à l'ouest de Chambéry. 2 hectares de bois anciens et de lauriers des montagnes sur une pente orientée au sud avec une vue sur les Alpes qui me faisait mal à l'arrière de la gorge d'une manière qui n'avait rien à voir avec le chagrin. J'avais acheté le terrain 2 ans plus tôt pour l'accès au bois et ne l'avais jamais touché. Maintenant, j'avais un but. J'ai conçu le chalet moi-même. Poteaux et poutres, 110 mètres carrés. Une terrasse couverte courant sur tout le mur sud. Un revêtement en cèdre que j'ai scié à partir d'arbres que j'ai abattus sur la propriété avec une scierie portable. L'ossature a commencé le 1er samedi de mars. Marc Dubois s'est occupé de l'électricité. Mon équipe venait le week-end pour le coût des matériaux et des pizzas. J'ai suspendu le fil à plomb de grand-père Émile au premier cadre mural, j'ai regardé le poids en laiton se stabiliser contre la corde, et j'ai vérifié si le mur était d'aplomb. Il l'était. Tout ce que je construirais à partir de ce moment-là serait d'aplomb parce que j'en avais fini de construire sur les fondations tordues des autres. Certains samedis, je travaillais seul, juste moi et la crête et le son d'un pistolet à clous résonnant sur la pente. Ces jours-là, je m'arrêtais en fin d'après-midi, m'asseyais sur une poutre inachevée et regardais la vue que je construisais. J'ai failli appeler mon père l'un de ces après-midi. La lumière faisait quelque chose de doré à travers les bois. Et pendant une demi-seconde, j'ai imaginé Roland debout au bord de la terrasse qui n'existait pas encore, regardant les montagnes, disant quelque chose comme « Tu as fait ça, mon fils ». Mais l'image s'est dissoute comme les images le font quand elles sont construites sur une version d'une personne qui n'existe pas. Roland n'avait jamais dit quelque chose comme ça. Il ne le ferait jamais. Le fil à plomb suspendu au poteau du cadre oscillait doucement dans le vent et j'ai ramassé mon pistolet à clous et je suis retourné au travail. Coût total, 165 000 €. Matériaux à mon prix, équipe au tarif du week-end, ma propre main-d'œuvre gratuite. Chaque planche, chaque joint de poutre, chaque feuille de feutre de toiture venait de mes mains ou de personnes en qui j'avais confiance. Personne dans ma famille n'a offert 1 euro. Personne n'a appelé pour demander ce que je construisais. Personne ne s'en est soucié jusqu'à ce qu'il le voie. En avril, Corinne a appelé. Sa voix était prudente. La même voix qu'elle utilisait quand elle mentait sur le numéro de l'hypothèque. Théo, le paiement de mars n'est pas passé. Y a-t-il un problème avec votre compte bancaire? Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Elle a rappelé 2 jours plus tard. Cette fois, elle a laissé un message plus long. Théo, je ne sais pas ce qui se passe, mais votre père et moi comptons sur ce paiement. Nous avons des factures. Rappelez-moi. Sa voix avait une pointe que je reconnaissais. Pas de l'inquiétude. De l'inconvénient. Le son qu'une personne fait quand une machine dont elle dépend cesse de fonctionner et qu'elle ne trouve pas le manuel. Roland n'a pas appelé. Il a envoyé un message, gère tes obligations. Théo. Je l'ai lu dans mon camion sur un chantier, assis dans la cabine avec mon déjeuner sur le tableau de bord et j'ai presque ri. Gère tes obligations. De l'homme qui avait annulé mon appel de service de la société Dupont. De l'homme qui avait laissé sa femme falsifier ma signature sur un dépôt d'entreprise. De l'homme qui m'avait regardé rénover sa cuisine et avait ensuite prétendu qu'un étranger avait fait le travail. J'ai sauvegardé le message, l'ai ajouté au dossier. Jeanne a envoyé un message 4 jours plus tard. Maman dit que tu as arrêté d'aider avec le paiement de la maison. C'est vraiment égoïste, Théo. Ils dépendent de cet argent. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai enregistré dans le dossier d'épreuve. Égoïste, le mot brillait sur mon écran comme une braise qui ne savait pas qu'elle était assise sur une pile de reçus totalisant 134 000 €. Le 4 mai, le chalet était pratiquement terminé. La terrasse était éteinte. La cuisine était raccordée. La fenêtre de la chambre encadrait la crête exactement à l'angle que j'avais dessiné sur les plans 9 semaines plus tôt. J'ai accroché le fil à plomb sur un clou de finition à côté de la porte d'entrée. Il pendait parfaitement vertical, parfaitement immobile, le laiton captant la lumière. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes parents.
Venez voir l'endroit, j'ai dit. Ma voix était facile, chaleureuse, même. Samedi 11. Je veux que toute la famille le voie. Amenez Jeanne. Amenez Paul. Corinne a semblé soulagée. Bien sûr, mon chéri. Nous serions ravis. J'entendais Roland en arrière-plan. Dis-lui qu'on apportera la salade de pommes de terre, comme si les 2 derniers mois de silence avaient été un phénomène météorologique qui était simplement passé. Comme si les 1800 € manquants par mois étaient une erreur de facturation qui se réglerait d'elle-même. La capacité de mon père à ignorer un problème et à le considérer comme résolu a toujours été sa compétence la plus dangereuse. J'ai aussi appelé Bernard. J'ai appelé Marc Dubois. J'ai donné l'adresse à tout le monde et je leur ai dit midi. La table était mise. La seule question était de savoir si quelqu'un regarderait en bas et verrait ce qui se trouvait sous les assiettes. Ils sont arrivés séparément. Bernard en premier, 40 minutes en avance dans son camion de travail à la Ridel cabossé. Il a parcouru la propriété sans parler. Il a touché les joints des poutres comme un homme touche quelque chose qu'il a appris à quelqu'un d'autre à construire et le voit ensuite mieux fait qu'il ne l'avait imaginé. Il a passé sa main le long de la balustrade de la terrasse et s'est tourné vers moi, les yeux brillants, et a dit « Émile aurait été fier ». C'est tout ce qu'il a dit. C'était suffisant. Marc Dubois est arrivé ensuite, a apporté une boîte de café pour tout le monde, a installé des chaises sur la terrasse, puis Paul et Jeanne dans le SUV argenté de Paul, puis Roland et Corinne dans la berline. Roland a traversé le chalet comme il traversait tout ce que je construisais. Il a regardé les cadres de fenêtres que j'avais rabotés à la main, a parcouru du regard les joints poteaux-poutres que Bernard avait touchés avec respect, et n'a rien dit. Corinne a ouvert des armoires et les a refermées. Jeanne a pris une photo avec son téléphone. Paul s'est arrêté à la poutre principale et a levé les yeux. C'est une vraie construction poteau-poutre. Vous avez fait ça vous-même? Avant que je puisse répondre, Roland a coupé court. C'est un passe-temps. Il aime construire des choses. Bernard, debout près de la balustrade de la terrasse, n'a rien dit. Mais sa tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche et ses yeux se sont posés sur Roland et y sont restés. Sur la terrasse, tout le monde s'est installé sur des chaises. Les Alpes s'étendaient au sud en couches de bleu et de vert. Le genre de vue qui coûte une vie à gagner si on la gagne de ses propres mains. Le café a été servi. Jeanne a croisé les jambes, a regardé les montagnes et s'est tournée vers Paul. Tu imagines venir ici les week-ends, comme une petite escapade? Paul a regardé les joints des poutres au-dessus du débord du toit. Vous avez fait tout ça vous-même, Théo? Chaque planche, chaque joint. C'est impressionnant. C'est du vrai savoir-faire. Roland s'est agité sur sa chaise. Il a toujours aimé travailler de ses mains. Jeanne a fait un geste de la main. C'est mignon. Un peu rustique. Paul et moi, on peut rester ici ce week-end? On pourrait venir vendredi soir. Ce serait comme une retraite. On en parlera dans une minute. Sérieusement, Théo, ce serait tellement amusant. Je pourrais apporter du vin. Avant de planifier des week-ends, j'ai dit, je dois parler d'argent. J'ai posé un dossier en papier craft sur la table extérieure, entre les tasses de café et le sucrier. J'ai ouvert la couverture. La première page était le relevé complet des virements bancaires. Chaque dépôt, chaque date, chaque tampon, 1800 € par mois, 36 mois, 64 800 €. Roland a regardé la page puis moi. Qu'est-ce que c'est? Range ça. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour ce que tu fais. Tu m'as dit que mes problèmes n'étaient pas votre responsabilité, papa. Laisse-moi te montrer à quoi ressemblait vraiment votre responsabilité. J'ai tourné la page. Dépôt au cadastre départemental. Refinancement hypothécaire. Mars 2020. Nouveau paiement mensuel 780 €. La main de Corinne a glissé vers son col et y est restée, les doigts travaillant le tissu. Troisième page, relevé de compte d'épargne à son nom. Dépôt mensuel correspondant à la différence 2020 €. Total cumulé, 36 720 €. Un retrait le 18 novembre pour 6 500 €, libellé, voyage. C'est le billet de première classe de Jeanne pour Saint-Tropez, j'ai dit. Payé avec l'argent que vous m'avez détourné pendant 3 ans. Quatrième page. Dépôt de la SARL bougie scintillante Jeanne et compagnie.
Mon nom imprimé comme co-membre. Une signature que je n'ai pas écrite. 28 000 € de dette fournisseur. C'est une falsification, j'ai dit. C'est une fraude. Corinne a ouvert la bouche. Je l'ai regardée directement. Ne fais rien. Elle l'a fermée. La chaise de Roland a raclé les planches de la terrasse alors qu'il se levait. Il a regardé Bernard, qui tenait toujours sa tasse de café à 2 mains. Il a regardé Marc Dubois, dont la mâchoire s'était contractée au point de laisser voir le muscle sauter à l'articulation. Il a regardé Paul, qui avait retiré sa main du genou de Jeanne. Puis il m'a regardé, et il a dit la chose qu'il affûtait depuis 33 ans. Tu crois que couler une fondation fait de toi quelqu'un, Théo? Jeanne a un master. Toi, tu as de la terre sous les ongles et un abri dans les bois. Tu te pavanes comme si c'était le château de Versailles. Je dis à ta mère depuis des années. Tu es devenu exactement comme ton grand-père. Bon avec tes mains, inutile pour tout le reste. Et c'est pourquoi tu as 33 ans, seul et debout sur un porche, à supplier ta famille de remarquer un tas de bois. La terrasse est devenue immobile. Un jet a appelé quelque part dans les arbres sous la crête et cela a semblé plus fort qu'il n'aurait dû parce que personne sur cette terrasse ne respirait. Oncle Bernard a posé son café sur la balustrade lentement, délibérément. La façon dont on pose quelque chose quand on veut avoir les mains libres. Marc Dubois a croisé les bras. Paul a regardé Jeanne comme on regarde quelqu'un quand on voit sa famille pour la première fois et qu'on comprend soudainement, complètement, d'où elle vient. Je me suis levé. Ma voix était égale. Je ne l'ai pas élevée. Je ne l'ai jamais élevée. Tu as annulé mon appel de service de chauffage le 28 décembre, papa. L'entreprise a ton nom dans le journal horodaté et j'ai une copie. Tu as causé une panne de 3 800 € et tu m'as ensuite dit que mes problèmes n'étaient pas votre responsabilité. Maman, tu as collecté 1 800 € par mois de ma part pendant 3 ans alors que l'hypothèque était de 780 €. Tu as détourné 36 720 € sur un compte d'épargne auquel toi seul pouvais accéder et tu as utilisé 6 500 € pour acheter à Jeanne un billet de première classe dont elle n'avait pas besoin. Jeanne, j'ai co-signé ta voiture. J'ai payé ton assurance pendant 3 ans à 4 200 € par an. Je t'ai prêté 12 000 € pour l'école supérieure que tu n'as jamais rendue. Et quelqu'un a falsifié ma signature sur un dépôt de SARL qui a mis 28 000 € de dette sur mon crédit. C'est une usurpation d'identité. C'est une fraude. C'est un crime en Savoie. Mon avocat a déposé une plainte auprès du bureau du procureur de la République lundi. La lettre de mise en demeure pour restitution intégrale sera signifiée cette semaine. La co-signature sur ta voiture a été retirée en mars. Ton assurance est la tienne et chaque euro que j'ai envoyé à cette famille au cours des 3 dernières années, c'est fini. Définitivement. Jeanne a regardé le dépôt de la SARL. Ses lèvres ont bougé, mais rien n'est sorti. Paul a déplacé sa chaise de 15 cm vers la gauche. La distance était petite, mais le message était architectural. Je n'avais pas fini. La ligne brutale était toujours dans l'air. Chaque mot. Tu as appelé ça un abri, papa. Un tas de bois. Ce tas de bois a coûté 165 000 €. Et je l'ai construit avec ma propre équipe sur mon propre terrain avec mon propre argent. La cuisine où tu dînes tous les soirs, celle dont tu as dit à ta voisine qu'elle avait été faite par un entrepreneur de l'église. Je l'ai construite aussi. 45 000 € de matériaux et de main-d'œuvre. Gratuit. La terre sous mes ongles a payé votre hypothèque pendant 3 ans. L'homme que tu as appelé inutile a 6 employés, une entreprise qui a dégagé 380 000 € l'année dernière, et une liste de clients réservés jusqu'en octobre, et l'homme qui est devenu comme son grand-père. J'ai regardé le fil à plomb suspendu au clou à côté de la porte d'entrée. Laiton, stable, captant le soleil de l'après-midi. Grand-père Émile était la seule personne honnête de cette famille. J'accepterai cette comparaison chaque jour de ma vie. Les mains de Roland se sont posées sur le bord de la table. Ses jointures se sont élargies puis ses doigts se sont ouverts comme si le bois l'avait ébouillanté. Sa mâchoire a travaillé de côté 1 fois, 2 fois, une 3e fois, mais le son qui en est sorti était un demi-mot qui s'est effondré avant de pouvoir se tenir. Il a regardé le dossier, puis Bernard, puis de nouveau moi. Son genou gauche a légèrement fléchi, juste assez pour que son poids se déplace sur son pied droit, et il a agrippé le dossier de sa chaise comme un homme sur un bateau qui a commencé à tanguer.
La couleur s'est drainée de son visage lentement, du front vers le bas et sa respiration est devenue superficielle et visible, la poitrine bougeant à peine, la bouche légèrement ouverte. J'ai attendu que ses yeux reviennent vers les miens. Puis je l'ai dit. Vous avez refinancé en 2020. L'hypothèque est de 780 €. Vous avez pris 36 000 € à votre propre fils et appelé cela responsabilité. 24 mots. Plat, sans chaleur. La pièce les a tous entendus. Il a essayé de se reprendre. On peut arranger ça, Théo. Assieds-toi. Asseyons-nous et parlons-en en famille. Nous ne sommes pas une famille qui parle. Nous sommes une famille où une personne paie et tous les autres font semblant. Tu vas détruire ta propre mère pour de l'argent. La voix de Roland a monté. Après tout ce qu'elle a fait pour cette famille. Elle a détruit son propre fils pour 36 000 €. L'argent était le mien. La falsification était la sienne et tout ce qu'elle a fait pour cette famille, elle l'a fait avec mon argent. La voix de Jeanne s'est brisée de l'autre bout de la table. Théo, je ne savais pas pour la SARL. Maman m'a dit que tu étais d'accord. Elle a dit que tu voulais aider. Elle a falsifié ma signature, Jeanne. Si tu ne savais pas, alors tu dois lui demander ce qu'elle t'a dit d'autre qui n'était pas vrai. Roland s'est redressé et a agrippé le dossier de la chaise. Donne-moi 6 mois. Je te rembourserai. Tout. Chaque centime. Rappelle juste l'avocat. Tu as eu 36 mois. Tu les as utilisés pour voler. Son menton s'est levé. Tu nous dois du respect, Théo. Nous t'avons élevé. Nous t'avons mis un toit au-dessus de la tête pendant 18 ans. Et pendant les 3 dernières années, j'ai mis un toit au-dessus du vôtre. La différence, c'est que j'ai les reçus. La voix de Corinne est arrivée, basse, tremblante. Théo. S'il te plaît. L'argent était censé être pour les urgences. Je l'économisais pour la famille. Pour nous tous. Pour nous tous? J'ai laissé les mots reposer. Le libellé disait le voyage. Le billet disait le première classe. La SARL disait mon nom. Quelle partie de tout ça a été pour moi? Elle n'a pas eu de réponse. Alors elle a trouvé une autre sortie. Corinne a pressé ses 2 mains sur sa poitrine. Ses yeux se sont écarquillés et son souffle s'est coupé dans un bégaiement théâtral. Je ne peux pas respirer. C'est trop. Théo, tu vas me donner une crise cardiaque ici même sur cette terrasse. C'est ce que tu veux. Personne n'a bougé. Bernard est resté sur sa chaise, les mains sur les genoux, les yeux sur la crête. Marc Dubois a regardé les montagnes. Paul a étudié le grain des planches de la terrasse sous ses chaussures. Le silence a duré 10 secondes complètes. Personne n'a tendu la main vers un téléphone. Personne n'a demandé si elle allait bien parce que tout le monde sur cette terrasse, chaque personne, savait qu'elle allait bien. La main est tombée, la respiration s'est normalisée. La performance s'est terminée comme toutes ces performances se terminaient, avec une pièce qui avait cessé d'applaudir. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti le fil à plomb. Le laiton était chaud d'avoir été contre mon corps toute la matinée. Je l'ai posé sur la table entre mon père et moi. Il reposait là, lourd et immobile, comme les mains de grand-père Émile reposaient sur un joint fini. Vrai et vertical et honnête, te disant ce qui est tordu en étant simplement droit. C'est le dernier euro, j'ai dit. La dernière faveur, le dernier appel téléphonique, la dernière fois que l'un d'entre vous se tiendra sur quelque chose que j'ai construit et me dira que ce n'est pas suffisant. Mon numéro reste le même. Ma réponse ne changera pas. Nous avons terminé. La voix de Jeanne est sortie, mince. On peut au moins en parler à l'intérieur. Pas ma responsabilité. Les mots sont tombés, plats et lourds. Les mêmes mots que Roland m'avait dit en janvier sont revenus sans chaleur, sans volume, sans aucune émotion, sauf la certitude tranquille d'un homme qui a vérifié la ligne et trouvé tout autour de lui tordu, sauf lui-même. Paul s'est levé le premier. Il n'a pas regardé Jeanne. Il a traversé la terrasse et le chemin de gravier jusqu'à son SUV, a démarré le moteur et a descendu la route de montagne sans un mot. Bernard s'est levé ensuite, a posé sa main sur mon épaule pendant 3 secondes, a serré une fois, et a marché jusqu'à son camion. Marc Dubois a ramassé les tasses de café et les a portées à l'intérieur. Roland, Corinne et Jeanne se sont assis sur la terrasse d'un chalet où ils ne dormiraient jamais,
entourés de montagnes qu'ils ne pouvaient pas se permettre, sur des meubles construits par les mains qu'ils avaient qualifiés de sales. Je suis entré. J'ai fermé la porte. Le fil à plomb est resté sur la table. 3 semaines plus tard, l'avis de saisie est arrivé à l'appartement de Jeanne. Sans ma co-signature, son paiement automobile avait grimpé à 890 €. Elle a manqué le premier mois. Elle a manqué le second. La dépanneuse est arrivée un mardi matin à 7h15. Jeanne a regardé depuis la fenêtre de son 2e étage, en peignoir, le chauffeur de la dépanneuse accrocher les cieux avant, treuiller la voiture sur la rampe, et partir avec 2 ans de paiement sur le plateau d'un camion qui ne se souciait pas de son master. Elle m'a appelé 2 fois cet après-midi-là, une fois à midi et une fois à 16h. Je n'ai répondu à aucun appel. Elle a laissé un message vocal qui a commencé en colère et s'est terminé silencieux. Théo, c'est insensé. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai besoin de cette voiture pour l'école. S'il te plaît, rappelle-moi. Le mot « s'il te plaît » est arrivé 30 secondes trop tard et environ 12 000 € en moins. Paul n'avait pas rappelé Jeanne depuis le chalet. Son Instagram, qui avait présenté 3 photos de deux, avait été entièrement nettoyé le mercredi suivant. Le statut de relation de Jeanne était la moindre des choses qu'elle avait perdues sur cette terrasse, mais c'était la partie qu'elle avait remarquée en premier. L'injonction de mon avocat est arrivée la même semaine, exigeant le retrait de mon nom du dépôt de la SARL dans les 14 jours ou une action en justice pour fraude civile pour la totalité des 28 000 € de dette fournisseur plus les dommages et intérêts. Jeanne l'a transféré à Corinne avec un seul message, « Qu'est-ce que je fais ?» Corinne n'a pas répondu pendant 2 jours. Roland et Corinne ont découvert que leur véritable hypothèque de 780 € était gérable. Ce qui n'était pas gérable, c'était la taxe foncière qu'ils avaient ignorée pendant 2 ans, le chauffe-eau qu'ils ne pouvaient pas payer pour remplacer, et la lettre de mise en demeure de l'avocat qui est arrivée par courrier recommandé un jeudi. 36 720 € de restitution plus un avis formel de la plainte pour fraude transmise au procureur de la République plus un dépôt d'hypothèque légale sur leur propriété pour la rénovation de la cuisine de 45 000 € qui n'avait jamais été facturée jusqu'à présent. Corinne a signé l'enveloppe à la porte d'entrée dans sa blouse d'église. Elle a lu la première page sur les marches du porche et s'est assise. Le bureau du procureur de la République a ouvert un dossier d'enquête pour fraude sur la falsification de la SARL. Un enquêteur a laissé un message vocal sur le téléphone de Corinne demandant un entretien formel au bureau départementaux. Le message vocal durait 43 secondes. Corinne l'a écouté 2 fois et n'a pas rappelé. Les 28 000 € de dettes fournisseurs ont été signalés pour examen. 3 des fournisseurs ont intenté leurs propres actions de recouvrement. Si des poursuites sont engagées, la falsification est passible d'une classification criminelle potentielle en Savoie avec une peine maximale que Corinne n'a probablement pas recherchée, mais que M. Gessup, mon avocat, m'a cité de mémoire. À l'église le dimanche suivant, le groupe de tenue de livres de Corinne l'a interrogé sur la cuisine. L'information avait voyagé comme elle le fait toujours dans les petites congrégations. De l'épouse de Marc Dubois à leur voisine, à la belle-sœur de la chorale, et de là dans la salle paroissiale comme de la fumée sous une porte. Corinne avait dit à ses femmes pendant 2 ans qu'un merveilleux entrepreneur de l'annuaire de l'église avait fait la rénovation. Elle avait montré des photos. Elle avait accepté les compliments. Elle avait donné un faux nom d'entrepreneur lorsqu'on lui avait demandé une référence. Maintenant, elle savait que l'entrepreneur était son fils. Le même fils dont elle avait falsifié la signature sur un dépôt d'entreprise. Le même fils dont l'argent avait payé un billet de première classe qu'elle avait fait passer pour de la générosité. 2 femmes au repas ont déménagé à l'autre bout de la table quand Corinne s'est assise. La directrice de la chorale, qui avait un jour demandé le numéro de téléphone de l'entrepreneur et s'était vu donner un nom qui n'existait pas, a étudié son livre de chant et n'a pas levé les yeux. Une 3e femme, celle qui organisait la vente de pâtisseries caritatives annuelles et qui avait fait confiance à Corinne avec les livres pendant 6 ans, a posé son assiette, l'a reprise et s'est déplacée dans une autre pièce sans explication. Le rôle de tenue de livre a été réaffecté le mercredi. Corinne a quitté le service avant la prière finale et n'est pas revenue. Le banc où elle s'est assise pendant 11 ans reste vide le dimanche matin et personne ne le remplace. Bernard m'a raconté ce qui s'était passé un jeudi soir de juin. Il était passé déposer un gratin préparé par sa femme. Il a dit que Roland était debout dans la cuisine que j'avais construite. La suspension bourdonnait au-dessus. Le même luminaire que j'avais câblé pendant que Roland regardait un match de baseball dans la pièce voisine.
La facture de 45 000 € était toujours scotchée au réfrigérateur où je l'avais mise. Bernard a dit que le téléphone de Roland était posé sur le plan de travail en granit que j'avais installé avec Marc Dubois, mon numéro affiché à l'écran. Bernard a dit que Roland l'avait regardé longtemps et n'avait pas appuyé sur le bouton d'appel. Dans la pièce voisine, Corinne était assise avec son registre d'église ouvert et une calculatrice à côté. Tous deux assis dans une pièce que j'avais construite, faisant l'arithmétique qu'ils auraient dû faire il y a 3 ans. Roland était dans une cuisine qu'il n'avait pas construite, fixant une facture qu'il ne pouvait pas payer, tenant un téléphone qu'il ne pouvait pas se résoudre à utiliser. Bernard m'a dit tout cela. À 40 minutes à l'ouest, j'étais assis sur la terrasse de mon chalet avec un café qui refroidissait sur la balustrade et le fil à plomb de grand-père Émile suspendu au clou de finition à côté de la porte d'entrée. Le laiton tournait lentement dans l'air du matin, parfaitement vertical, parfaitement immobile. Des plans de construction pour une nouvelle maison de 4 chambres d'un client étaient étalés sur la table extérieure. Les coins étaient maintenus par des galets que j'avais ramassés dans le ruisseau en contrebas de la propriété. Mon téléphone était posé face contre terre à côté des plans. 3 appels manqués de Corinne depuis dimanche, tous ignorés. Les algues devenaient cuivrées sur les bords, comme elles le font quand le printemps décide de laisser l'été entrer, et le matin sentait le cèdre et le café. Et le calme particulier qui appartient à un endroit que l'on a construit de ses propres mains sans l'approbation de personne d'autre que la sienne. Le fil à plomb a tourné une fois de plus dans la brise, puis s'est immobilisé. Tout ce qu'il touchait était vrai. J'ai pris mon crayon et je suis retourné au plan.